Avez-vous déjà eu cette impression étrange que le monde autour de vous continuait de tourner alors que le vôtre venait de s'arrêter net? Quand on perd son conjoint, c'est exactement ce que l'on ressent. Le bruit des voitures, les conversations des voisins, les rires d'enfants dans le parc, tout cela continue comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, c'est le silence, le vide, parfois même le chaos. C'est une expérience que l'on ne peut vraiment comprendre que lorsqu'on la traverse. Et soyons honnêtes, rien ne nous y prépare. Ni les années de mariage, ni les projets partagés, ni même les discussions qu'on pensait avoir anticipées. La vérité, c'est que perdre son mari ou sa femme, ce n'est pas seulement faire face à un chagrin immense. C'est aussi se retrouver devant une multitude de décisions à prendre, souvent dans un état de grande fragilité. Et c'est là que résident les plus grands pièges. Parce que sous le poids de la douleur, on peut facilement dire oui à des choses qu'on regrettera amèrement plus tard. Des décisions financières irréversibles, des choix dictés par la solitude ou par les pressions extérieures. Et au lieu d'aider à guérir, ces choix compliquent encore davantage le chemin. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 erreurs coûteuses que beaucoup de veuves et veufs commettent sans s'en rendre compte. Des erreurs qui, avec un peu de recul et de clarté, peuvent pourtant être évitées. Je vous partagerai non seulement des exemples concrets, mais aussi des conseils pratiques, tirés à la fois de l'expérience de personnes qui ont traversé cette épreuve et de ce que nous savons sur la psychologie du deuil. Si vous traversez en ce moment ce passage douloureux, sachez que vous n'êtes pas seul et que prendre conscience de ces pièges peut vous aider à avancer avec plus de sérénité. Commençons par la première erreur, et probablement la plus fréquente, celle de prendre des décisions financières trop tôt. Quand on perd son conjoint, tout semble urgent. Les papiers s'accumulent, les démarches administratives paraissent interminables et les questions d'argent surgissent de toutes parts. Assurance, compte bancaire, maison, héritage. On se sent pressé d'agir, comme si régler tout rapidement allait ramener une forme de stabilité. Mais ce sentiment d'urgence est trompeur, car le deuil brouille le jugement, et ce qui paraît logique dans l'immédiat peut devenir une source de regret à long terme. Imaginez par exemple une femme qui vient de perdre son mari après 50 ans de vie commune. La maison est devenue trop grande, les enfants lui conseillent de vendre rapidement pour ne pas avoir trop de charges. Sur le moment, cela semble raisonnable. Moins de frais, moins d'entretien, une nouvelle vie. Mais quelques mois plus tard, une fois le choc passé, elle réalise qu'elle regrette profondément. Cette maison n'était pas seulement des murs, c'était aussi l'endroit où elle avait construit sa famille, l'espace où chaque meuble, chaque odeur lui rappelait une part d'histoire. La décision a été prise trop vite et il n'y a pas de retour en arrière. Ce genre de scénario, je l'ai entendu des dizaines de fois. Et il ne s'agit pas seulement de vendre ou non une maison. Cela peut être un placement financier mal réfléchi, un don d'argent généreux mais prématuré aux enfants ou petits-enfants, ou même l'acceptation trop rapide d'une proposition d'investissement miracle qu'un conseiller peu scrupuleux présente comme une opportunité unique. Dans ces moments de vulnérabilité, il y a malheureusement toujours des personnes, parfois bien intentionnées, parfois mal intentionnées, qui pousseront à agir vite. Le problème, c'est que prendre une grande décision sous le coup de l'émotion revient un peu à conduire une voiture en pleine tempête. On ne voit pas la route clairement. Et plus tard, quand les nuages se dissipent, on réalise qu'on a peut-être pris la mauvaise direction. Voilà pourquoi de nombreux experts recommandent ce qu'on appelle la règle d'1 an. Attendre au moins 12 mois avant de toucher à quoi que ce soit de majeur. Vendre une maison, investir une grosse somme, redistribuer un héritage ou encore changer radicalement son mode de vie. 12 mois, cela peut sembler long, mais c'est le temps nécessaire pour que l'esprit retrouve un peu de clarté. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Les démarches administratives de base sont évidemment indispensables. Déclaration, clôture de compte, mise à jour des papiers officiels. Mais tout ce qui concerne les choix irréversibles mérite d'attendre. Pendant ce temps, le plus sage est souvent de se tourner vers un professionnel de confiance, quelqu'un qui connaît la situation dans son ensemble,
qui peut écouter sans pression et surtout qui ne cherche pas à profiter de la vulnérabilité du moment. Et si vous me dites « Oui, mais mes enfants insistent, ils veulent que je prenne une décision rapidement », rappelez-vous une chose, c'est votre vie, votre sécurité et votre avenir. Eux ne vivent pas la douleur dans votre chair. Ils pensent peut-être vous aider, mais vous seul savez ce que vous ressentez et vous avez le droit de prendre le temps nécessaire. Parfois, dire « attendons un peu » est la décision la plus sage, même si elle ne plaît pas à tout le monde. J'aimerais aussi insister sur un autre point, la générosité. Après la perte d'un conjoint, beaucoup ressentent le besoin de donner, d'aider leurs enfants ou petits-enfants comme pour trouver du sens à cette douleur. Ce geste part d'un bon cœur, mais il peut devenir dangereux. Donner une somme importante trop vite, sans réfléchir à vos propres besoins futurs, peut vous placer dans une situation délicate quelques années plus tard. Aider les autres est une belle chose, mais il est essentiel de d'abord s'assurer que vous êtes en sécurité vous-même. Un proverbe dit « On ne peut pas verser d'eau d'un pichet vide ». Prenez soin de remplir votre pichet avant de vouloir abreuver les autres. Finalement, la première grande leçon est simple, mais cruciale. Face aux finances, le temps est votre meilleur allié. Ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas pousser par les autres et surtout, ne prenez pas de décisions irréversibles sous le poids de l'émotion. Donnez-vous l'espace de respirer, de réfléchir et de retrouver votre équilibre avant de tracer la suite de votre chemin. Après avoir parlé des décisions financières précipitées, il y a une autre erreur tout aussi lourde de conséquences, même si elle paraît moins évidente au premier abord. C'est celle de s'isoler. Beaucoup de veuves et de veufs tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. On se dit « je n'ai pas la tête à voir du monde, personne ne peut comprendre ma douleur » ou encore « je préfère rester tranquille ». Et sur le moment, cela semble normal. Après tout, le deuil est intime et chacun a besoin de moments de solitude pour laisser déferler ses émotions. Mais le danger, c'est que cette solitude se transforme en isolement. Et plus les semaines passent, plus cet isolement s'installe, jusqu'à devenir une sorte de prison invisible. J'ai rencontré un monsieur, appelons-le André, qui avait perdu sa femme après 50 ans de mariage. Au début, il refusait systématiquement les invitations, le café avec ses voisins, le repas de famille, même les coups de téléphone de ses enfants. Il disait qu'il n'avait pas l'énergie, qu'il préférait rester tranquille chez lui. Mais au fil des mois, sa tristesse s'est alourdie. Il n'avait plus de goût à rien, ses journées se ressemblaient toutes, il se sentait inutile. En réalité, ce n'était pas la solitude qu'il cherchait, c'était un refuge contre la douleur. Mais à force de fuir le monde, il s'est enfermé dans son chagrin. C'est là qu'il faut comprendre une chose essentielle. Voir du monde ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Cela ne veut pas dire non plus forcer son sourire ou étouffer ses larmes. Cela veut simplement dire accepter d'être en lien, même dans la douleur. Parfois, il suffit de s'asseoir à côté d'un ami, de partager un silence ou de marcher avec quelqu'un sans beaucoup parler. La présence humaine, même discrète, agit comme un baume. On ne guérit pas en se coupant du monde, on guérit en se sentant entouré, soutenu, compris. Des études scientifiques l'ont d'ailleurs montré. Les personnes âgées qui maintiennent un minimum de relations sociales après un deuil se rétablissent plus vite, physiquement et émotionnellement. Au contraire, celles qui s'isolent trop longtemps voient leur santé décliner. Plus de fatigue, plus de maladies, parfois même une espérance de vie réduite. Ce n'est pas un hasard si l'on dit que le chagrin partagé est un chagrin divisé. Alors, que faire concrètement pour éviter l'isolement? Cela ne veut pas dire s'inscrire immédiatement dans des sorties ou des grandes réunions si vous n'en avez pas envie. Commencez petit. Répondez à un appel téléphonique. Acceptez un café, même pour une demi-heure. Ouvrez la porte à vos enfants quand ils veulent passer. Ou encore, rejoignez un groupe de soutien pour personnes en deuil. Vous y trouverez des gens qui comprennent vraiment ce que vous traversez. Et parfois, simplement écouter l'histoire d'un autre, voir qu'il vit la même douleur, suffit à se sentir moins seul. Ce qui est important, c'est de ne pas couper le fil. Parce que ce fil, c'est ce qui vous relie à la vie, à l'espoir, aux petites joies qui finiront par revenir.
Même si aujourd'hui, vous pensez que plus rien ne pourra être doux ou agréable, sachez que la chaleur humaine a le pouvoir de rallumer une étincelle, pas à pas. Une troisième erreur, plus insidieuse encore, c'est de négliger sa propre santé. Quand on perd son conjoint, l'attention se détourne totalement de soi. On ne pense plus à manger correctement, on repousse les rendez-vous médicaux, on se dit « à quoi bon ?» Certains perdent l'appétit, d'autres se réfugient dans des aliments rapides ou sucrés, comme si le corps lui-même suivait l'état de l'âme. Et bien souvent, les problèmes de santé s'accumulent, aggravant la douleur déjà présente. J'ai connu une dame, Monique, qui avait toujours cuisiné pour deux. Après la disparition de son mari, elle n'avait plus envie de préparer un repas juste pour elle. Alors elle grignotait. Un morceau de pain, un yaourt, un peu de fromage. Rapidement, elle a perdu du poids, son énergie a chuté et elle s'est retrouvée affaiblie, incapable de faire face à ses démarches quotidiennes. Ce n'est qu'après une alerte médicale, lorsque son médecin a insisté, qu'elle a compris qu'elle devait reprendre soin d'elle, non pas malgré son deuil, mais à cause de lui. Parce que plus que jamais, son corps avait besoin de force pour traverser cette épreuve. Prendre soin de sa santé après une telle perte n'est pas une question de vanité. Ce n'est pas se faire beau ou faire comme si tout allait bien. C'est un acte de survie, un signe de respect pour soi-même, mais aussi un hommage à celui ou celle qu'on a perdu. Votre conjoint, s'il était encore là, voudrait-il vous voir dépérir? Non. Il voudrait vous savoir debout, vivant, capable encore de savourer un coucher de soleil ou un repas partagé. Et le soin de soi ne concerne pas seulement l'alimentation. Il englobe aussi le sommeil, l'activité physique et la santé mentale. Beaucoup de veuves et de veufs arrêtent de marcher, d'aller au gymnase ou même simplement de sortir, parce qu'ils n'ont plus de partenaire pour les accompagner. Pourtant, même une petite marche quotidienne peut transformer la manière dont on traverse le deuil. L'activité physique libère des endorphines, réduit le stress, améliore le sommeil. C'est une médecine gratuite et puissante, accessible à tous. Il y a aussi les rendez-vous médicaux. Certains les repoussent parce qu'ils n'ont pas la force ou parce que leur conjoint n'est plus là pour les accompagner. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'ils deviennent essentiels. Surveiller sa tension, son cœur, ses analyses de routine permet d'éviter que des soucis de santé viennent alourdir encore davantage le fardeau. Prendre soin de son corps, c'est se donner une base solide pour affronter les vagues émotionnelles. Et puis, il y a la santé psychologique. Le deuil peut facilement glisser vers la dépression, surtout si l'on s'isole. Ne pas hésiter à parler à un psychologue, rejoindre un groupe de parole ou simplement confier ses pensées à un ami proche, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un pas vers la guérison. Car porter tout seul un poids aussi lourd, c'est trop pour un être humain. Le partager, c'est déjà l'alléger. Alors rappelez-vous, s'isoler, c'est alourdir son fardeau. Négliger sa santé, c'est fragiliser son avenir. Mais ouvrir la porte, même un peu, à la présence des autres et prendre de petites mesures quotidiennes pour son bien-être, c'est se donner une chance réelle de traverser le deuil avec plus de force et plus de dignité. Vous n'avez pas à être parfait, ni à tout changer du jour au lendemain. Mais chaque petit geste compte. Et chaque pas que vous faites pour vous, c'est aussi un pas que vous faites en hommage à celui ou celle que vous avez perdu. Il y a une autre erreur, plus subtile mais tout aussi douloureuse à long terme. Vouloir prendre de grandes décisions de vie trop rapidement. Quand on vient de perdre son conjoint, l'instinct pousse parfois à changer radicalement de décor. On se dit qu'on n'a plus rien à faire dans cette maison remplie de souvenirs, qu'on ne supporte plus la chambre partagée, que chaque objet rappelle trop la présence absente. Alors, dans la précipitation, certains vendent leur maison, se débarrassent de meubles, déménagent dans une autre ville ou investissent dans un nouveau projet. Sur le moment, cela peut sembler soulageant. On croit qu'en changeant d'environnement, la douleur disparaîtra. Mais bien souvent, on réalise plus tard que ces décisions hâtives ne font qu'ajouter un nouveau vide au chagrin déjà présent. Un ami m'a raconté l'histoire de sa tante, Hélène. À peine 3 mois après la perte de son mari, elle avait décidé de vendre leur maison familiale pour s'installer dans un appartement plus petit, en pensant que ce serait plus facile. Mais quelques années plus tard,
elle regrettait profondément. Elle avait perdu non seulement l'homme de sa vie, mais aussi le jardin où ils avaient planté des rosiers ensemble, la cuisine où ils riaient en préparant des repas, les photos accrochées au mur. Ce lieu faisait partie de leur histoire, et elle avait voulu l'effacer trop tôt. Le problème, c'est qu'une fois vendu, on ne peut plus revenir en arrière. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut jamais changer d'endroit ou de situation après un deuil. Parfois, un nouveau départ est réellement bénéfique. Mais ce genre de décision ne doit pas être dicté par la douleur brute des premiers mois. Le temps du deuil est aussi le temps de l'attente. Donnez-vous au moins une année avant de bouleverser vos repères. Laissez vos émotions se déposer. Laissez votre cœur respirer. Ensuite seulement, vous saurez si ce changement est une vraie nécessité ou juste une réaction à chaud. Dans la même logique, il y a une 5e erreur qu'on ne voit pas toujours venir. Oubliez de continuer à vivre. Cela peut paraître étrange à dire, mais beaucoup tombent dans ce piège. Leur conjoint était leur centre, leur quotidien, leur raison de sourire. Et quand il part, tout semble s'éteindre. On cesse de se projeter, on arrête de rêver, on n'ose plus rien entreprendre parce qu'on pense que tout doit désormais tourner autour de l'absence. On survit au lieu de vivre. Je pense ici à Jacques, un monsieur rencontré dans un groupe de soutien. Il disait souvent « Sans elle, ma vie n'a plus de sens ». Et il restait enfermé dans cette idée, refusant toute activité nouvelle, toute rencontre, comme s'il trahissait la mémoire de sa femme en continuant à rire ou à avoir des projets. Mais peu à peu, grâce au groupe, il a compris que continuer à vivre n'était pas un affront. C'était au contraire la plus belle façon d'honorer son épouse. Parce que aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur. Et si elle l'aimait, aurait-elle voulu qu'il s'éteigne avec elle? Non, elle aurait voulu qu'il garde cette lumière, qu'il trouve de nouveaux plaisirs, même petits, et pour que sa vie ait encore un goût. Continuer à vivre, ce n'est pas tourner la page. On ne tourne jamais la page d'un grand amour. On écrit simplement la suite du livre avec son souvenir à nos côtés. Cela peut vouloir dire reprendre un loisir laissé de côté, voyager vers un endroit rêvé ensemble, mais jamais visité, ou même s'autoriser à rencontrer de nouvelles personnes. Cela peut être aussi simple que de s'occuper d'un jardin, d'un animal de compagnie ou de s'investir dans une association. Ce sont des petits pas qui redonnent une direction, qui rappellent que le cœur est encore capable de s'émouvoir et de créer du lien. Je sais que certains se disent « mais c'est trop tard, je suis trop âgé, je ne peux plus reconstruire quoi que ce soit ». Et pourtant, j'ai vu des hommes et des femmes de 75, 80, parfois même 90 ans, retrouver une forme de joie, un nouvel élan. Pas une joie bruyante comme à 20 ans, mais une joie douce, profonde, paisible. Celle qui dit « j'ai souffert, j'ai perdu, mais je suis encore là et chaque jour compte ». Alors, si vous traversez cette épreuve aujourd'hui, souvenez-vous des 5 pièges à éviter. Les décisions financières précipitées, l'isolement, la négligence de votre santé, les choix de vie irréfléchis et l'oubli de vivre. Chacun de ces pièges est compréhensible, humain, presque inévitable. Mais vous avez le pouvoir de les reconnaître et de choisir un autre chemin. Votre conjoint n'est plus là physiquement, mais il vit dans vos souvenirs, dans vos gestes, dans les valeurs que vous portez encore. Honorer sa mémoire, ce n'est pas s'éteindre. C'est au contraire cultiver cette flamme en vous. C'est marcher avec son souvenir comme une étoile qui guide vos pas, sans vous empêcher de découvrir encore la beauté de ce monde. Un jour viendra où la douleur sera moins lourde, où le souvenir fera sourire autant qu'il fait pleurer. Et ce jour-là, vous comprendrez que malgré l'absence, la vie a encore quelque chose à vous offrir. Alors avancez doucement, sans vous juger, un pas après l'autre. Parce que même après une grande perte, il reste des saisons à vivre, des histoires à écrire et de la lumière à cueillir. Et avant de nous quitter, je voudrais vous demander une petite chose. Si cette vidéo vous a apporté du réconfort, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à cette chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à partager ce genre de contenu. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vos expériences, vos conseils ou simplement vos émotions.
car votre témoignage peut devenir une lumière pour une autre personne qui traverse la même épreuve.